Alors nous allons entrer dans le vif du sujet avec la première table ronde dont le titre est « Lutter contre le déni des droits et la maltraitance ». Je vais donc appeler les intervenants. Florent Chapelle, si vous voulez bien me rejoindre. Florent Chapelle a consacré sa carrière à la communication d'intérêt général et à la cause de l'autisme. Il est auteur du livre « Autisme, la grande enquête », paru en 2016, et il est aujourd'hui coprésident d'Autisme et Troubles du neurodéveloppement Infoservice. Nous appelons maintenant Raphaël Maillet. Raphaël Maillet est avocat, bâtonnier du barreau de Versailles. Il consacre son activité au droit social et au droit des soins sans consentement, pour lequel il a posé plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité faisant évoluer la loi en cette matière. Nous allons appeler Maxime Pérez-Zidvogel, qui est cofondateur de la Maison Perchée, association spécialisée pour les jeunes adultes vivant avec un trouble ou handicap psychique et fondée sur la pérédance. Il est également fondateur de l'agence de Ouf. Et enfin, la modération de la table ronde va être assurée par Corinne Martinez, administratrice UNAFAM, qui, dans une riche vie antérieure, a notamment été chargée de missions psychiatriques et santé des détenus en Rhône-Alpes. Et nous allons bientôt recevoir André Ferragne, qui est en train de courir vers nous. André Ferragne est secrétaire général du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il a visité tous les établissements spécialisés en santé mentale et la quasi-totalité des services accueillant des soins sans consentement dans les hôpitaux généraux. Voilà, bonne table ronde et à tout à l'heure. Merci Jocelyne. Alors peut-être un petit moment solennel pour entamer cette table ronde. Le 9 octobre 2015, 28 associations françaises de l'autisme appellent l'ONU à l'aide pour lui demander de venir constater sur le terrain les conditions de prise en charge des personnes qui vivent avec des troubles du spectre de l'autisme. Une réclamation collective déposée en 2018 auprès du Comité des droits sociaux du Conseil de l'Europe par l'UNAPI, APF, France Handicap, l'UNAFAM et la FNAT obtient la reconnaissance de la violation des droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Pourquoi cette situation en France? On est vraiment dans le déni des droits. Alors, je ne suis pas sociologue, mais peut-être faut-il aller chercher dans l'historique de la construction de la psychiatrie en France, où les psychiatres se disaient, peut-être à raison, investis d'une mission particulière, celle de faire respecter le droit et l'ordre, la loi et l'ordre. Donc, et j'en ai entendu certains qui disaient « Nous ne sommes pas des médecins comme les autres. Nous avons des droits particuliers. Nous avons la possibilité de faire interner et de priver de liberté. » Bon. Tout change, heureusement, avec l'introduction dans notre système de santé des concepts de rétablissement et d'autodétermination. Et puis d'une meilleure association des familles et des aidants. Alors, c'est un constat. En France, c'est le droit qui régit les relations entre les personnes concernées et les institutions. Ça n'est pas la qualité des soins et des accompagnements. Alors, le droit au plus haut niveau, puisque l'article 11 du préambule de la Constitution, de notre Constitution, a vu l'introduction donc du droit à la santé. Alors, je ne vais pas vous rappeler donc l'ensemble des lois qui ont jalonné donc toute cette partie donc ces dernières années, ces dernières 25 ans. Donc la dernière en date, c'est celle de 2022, qui pose sous le contrôle juridictionnel la question de l'isolement et de la contention. Alors, on parle de droits, de déni des droits, mais quels sont-ils ces droits? Donc,
les droits généraux des usagers du système de santé, droit de choisir le praticien ou l'équipe, le soin libre et la règle, droit à l'information, recherche du consentement libre et éclairé, droit d'accéder aux informations personnelles, désigner une personne de confiance, droit au respect de la vie privée. Et pour les personnes handicapées, la loi de 2005 précise droit à la compensation du handicap, obligation d'accessibilité, école pour tous, insertion professionnelle. Au-delà des lois, la France donc s'est investie et a ratifié des conventions internationales, dont en 2010, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui cite dans son article 25, les États parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible, sans discrimination fondée sur le handicap. Et puis pour les familles et les aidants, eh bien, il y a le droit de visite, le droit à l'information, le droit de recevoir des informations utiles. Le secret médical ne devrait pas pouvoir être opposé. Mais plus concrètement, moi, pour revenir au concret et pour vous parler de mon vécu, puisque j'ai quand même beaucoup sillonné les établissements pénitentiaires et sanitaires de Rhône-Alpes, je vais vous donner des exemples très concrets. Et certains sont très récents. 95 heures de contention dans un service d'urgence, en attente d'hospitalisation complète. Pour mémoire, les services d'urgence ne sont pas autorisés à pratiquer l'isolement et la contention. Pas plus que les EHPAD ni les établissements et services médico-sociaux. Visite d'une chambre d'isolement, ça c'était 2022, vous voyez, c'est quand même assez récent. Avec un seau hygiénique. Bon. Et le médecin de dire, oh, vous savez, quand ils sont là, les toilettes, c'est pas leur première préoccupation. Déambulation des personnes hospitalisées en pyjama, 2022 aussi. Oh ben, les retrouve plus facilement quand ils font une figure. Retrait des téléphones portables, interdiction des visites des familles. Oh ben, elles sont tellement toxiques des fois. Et puis à l'entrée des secteurs d'hospitalisation complète, allez, 5 jours d'isolement pour tout le monde. Avant d'entrer dans le service, l'isolement permet de vérifier la compliance au traitement, le comportement. Comme ça perturbe pas l'unité. Alors, ça, c'est du vécu et assez récent. Donc, on espère, et on est là pour ça, que toutes ces pratiques vont évoluer. Qu'elles sont derrière nous, surtout. Donc, peut-être vous donner la parole, Maxime, en premier lieu. Vous allez nous parler de votre vécu, vous, de votre rencontre avec les soins psychiatriques. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. En introduction, je suis assez ému dans le sens où c'est ma dernière prise de parole, parce que je quitte la maison Perchet dans une semaine, enfin dans 10 jours précisément. Donc c'est aussi la dernière fois et c'est aussi une bonne boucle que de finir sur l'UNAFAM parce que justement, suite à mon rapatriement d'urgence que je vais vous raconter, ma mère a contacté en premier l'UNAFAM, donc c'est une boucle un peu bouclée. Mais du coup, pour résumer mon histoire en quelques minutes, j'étais étudiant en Chine, aussi entrepreneur sur place, j'avais 18 ans. Voilà, donc j'étais complètement hors du champ de la psychiatrie, voilà, donc j'en avais vraiment jamais entendu parler. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu tous les symptômes de la manie sans m'en rendre compte. Heureusement, donc j'étais à Pékin, donc il faut savoir qu'à Pékin, il n'y a pas d'urgence psy, il n'y a pas d'hôpital psy, il n'y a pas tout ça, donc forcément, tout de suite, tout le monde était plutôt très inquiet, qui plus est, voilà, donc mes amis ont eu la bonne idée, heureusement j'avais des amis sur place qui ont prévenu ma mère, et qui a tout de suite compris ce qui se passait, parce qu'elle-même est bipolaire en fait. Elle ne me l'avait pas dit, donc conseil d'amis, vraiment d'amis. Parler, le tabou ça commence dans les familles, donc là Noël approche, parlez-en entre vous. Moi ça m'aurait permis d'éviter tout ce qui s'est passé par la suite. Ce qui s'est passé c'est que donc heureusement j'ai eu beaucoup de chance dans ma malchance dans le sens où il y a 2 médecins français qui étaient ok, parce que pour un rapatriement d'urgence il faut qu'il y ait 2 médecins français qui signent et que un accepte de prendre l'avion avec vous, ce qui n'est pas gagné. Et moi j'ai monsieur Zagouri qui était sur place à Pékin qui a accepté de prendre l'avion avec moi.
Donc j'ai été rapatrié, me voilà donc à Paris. Et en fait, tout de suite, il se trouve que ma tante était là. Ma tante est médecin, le professeur Laurent Zidvogel, que vous connaissez peut-être, qui travaille dans le microbiote, notamment, et qui, tout de suite, donc, m'a emmené aux urgences psy. Donc ça, c'était à l'été 2015. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois là, aux urgences, c'était les urgences classiques, donc de Poissy. Moi, je viens du 78, pour être précis. En fait, on m'a demandé de prendre des médicaments. Ce à quoi j'ai dit non, parce que je voulais pas prendre de médicaments. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, on m'a enfermé dans la petite salle d'isolement des urgences, où en fait, j'ai demandé d'aller aux toilettes et on m'a refusé d'aller aux toilettes, donc je me suis pissé dessus, littéralement. Et ils m'ont piqué ensuite, parce que j'ai toujours pas voulu accepter de prendre les médicaments. Et en fait, c'était l'été 2015, c'était la canicule, je sais pas si vous vous souvenez. Il faisait une chaleur de dingue, moi je venais de prendre l'avion, enfin je savais plus où j'étais. Donc on m'a fait une piqûre par deux infirmiers hyper costauds, parce que je refusais. Je me suis réveillé quelques jours plus tard en fait, attaché dans une salle blanche, mais complètement blanche, avec juste un petit pot en plastique pour faire pipi. Enfin, j'ai compris que c'était ça, les petits pots bleus là. Enfin, je sais pas si vous les avez déjà vus, mais c'est toujours les mêmes, apparemment, depuis longtemps. Et personne. Et je savais pas où j'étais. Et franchement, ça je le dis à chaque fois, je souhaite pas à mon pire ennemi de vivre ce moment précis où vous vous réveillez, où vous sentez que vous êtes attaché de partout, dans une salle blanche, sans savoir où vous êtes en fait. Et que personne soit là au réveil en fait. C'est ça qui était le plus choquant. Et c'est d'ailleurs... Comme d'habitude, je fais une dédicace à Mehdi. C'était donc l'aide-soignant. Heureusement qu'il était là, lui, parce que c'est le seul qui est venu me voir à ce moment-là, qui m'a expliqué t'inquiète. Il a dit ça parce qu'il voulait être sympa, mais s'il a bien vu que j'étais affolé. T'inquiète, voilà, t'es dans le cadre, t'es à l'hôpital, t'es revenu en France, parce que j'étais même plus sûr d'où j'étais en fait. Et là, il m'a expliqué, du coup, t'es dans le cadre des 12 jours. Je dis, comment ça, c'est quoi les 12 jours? Il me dit, là, tu vas avoir une avocate et tu vas passer devant le juge des libertés. J'étais là. Et lui, il a pas appris non plus à ce moment-là, je pense, à savoir t'expliquer ce que c'était à l'instant T. Donc pareil, c'est d'une violence, parce que tout de suite, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Et pourquoi j'ai une avocate? Et il se trouve que ça, c'est aux urgences de Poissy, toujours en fait, à les urgences, et en dessous, t'as une salle où en fait, on va te dire, voilà, tu passes devant le juge, donc on te descend. T'es face à 4 personnes que tu connais pas, t'as une vraie avocate, t'as une avocate. Donc, je dis une vraie parce que dans le film de Raymond Depardon que je vous recommande, que vous avez peut-être vu, ils sont pas en tenue d'avocat. Moi, elle était en tenue d'avocat. C'est pour ça que je dis une vraie avocate. Donc c'est encore plus flippant quand elle est en tenue en fait. Et même si moi je délirais à l'époque, j'avais écrit une marque de fringues, donc je me suis dit, c'est sympa la robe. Enfin, bref, j'étais un peu encore en hypomanie. Et je m'en souviens très bien, en fait, c'est ça qui est dingue. Et là, on me dit, in fine, non, vous allez vraiment rester. Et après, on m'a transféré, du coup, à Théophile Roussel, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est à côté de chez moi. Et je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais, du coup, écouter juste après ça. Et là, je rencontre ma première psy, et qui me dit, mais monsieur Pérez, parce que du coup, je lui demande tout de suite, mais comment je vais faire avec mes startups? Parce que j'avais créé 4 startups à Hong Kong. J'avais une copine à l'époque, c'était important pour moi. Et elle me dit, texto, tu ne pourras plus entreprendre et plus avoir de vie de famille. Bienvenue à Théophile Roussel. J'étais là, wow. Et là, ça a été le début du... Voilà, il y a plein de trucs à raconter, mais notamment la petite cour qui était minute, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'activité à l'hôpital. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré plein de bipolaires qui faisaient des allers-retours dans la cour parce qu'ils voulaient s'épuiser, c'était en manie. Enfin voilà, plein de choses aussi où à ce moment-là aussi, mon père, voulant bien faire, m'avait acheté plein de magazines, mais j'étais plus capable de lire, donc du coup, mais personne va t'expliquer à ce moment-là, en fait, t'inquiète, ça va revenir. Enfin, c'est plein de petits éléments à plein de moments du parcours où, qui plus est, qui était là pour mon petit frère et ma petite sœur aussi dans cette période, parce que voilà, ils ont vu leur grand frère qui était parti de la maison depuis des années, qui revient dans cet état. Enfin voilà, c'est ça que j'ai à dire. Et par rapport à d'autres, parce que aussi la question c'était sur d'autres membres, parce que du coup après longue histoire, mais du coup je vous invite à regarder sur les réseaux, mais dans l'idée ensuite j'ai refait une autre hospice, et d'ailleurs c'était avec monsieur Bellivier, c'était mon médecin accessoirement, et c'est là que j'ai décidé de créer une asso, parce que je me suis rendu compte en fait que moi dans tout ce malheur là, j'étais encore debout, vivant, et que j'avais eu tellement plus de chance que les autres
dans le sens où moi, ma famille était présente, j'avais beaucoup moins de problèmes en sortie d'hospice, et c'est de là que m'est venue l'idée de créer l'asso, qui est devenu Maison Perchée. Et maintenant, voilà, il y a des milliers de personnes qui nous suivent, parfois des milliers de membres et compagnie, mais peu importe, c'est pas là la question. Mais c'est qu'in fine, j'entends tellement d'histoires, notamment par rapport aux électrochocs, et ça, c'est la première que j'ai entendue qui m'a le plus choqué. C'est un des membres, sans son consentement, il a eu 2 ans d'électrochoc. Enfin, l'équivalent sur 2 ans il a eu tellement d'électrochocs qu'il a perdu la mémoire sur 2 ans. Il a oublié la naissance de son fils. Et voilà, quand j'entends ça, je me dis, mais comment on n'a pas trouvé comment on peut en arriver là, en fait, bien que peut-être parfois c'est nécessaire. Moi, je me le souviens aussi de ma voisine de chambre, et c'est mon mot de la fin, que j'adorais, Michel, qui est décédé depuis, qui s'est suicidé malheureusement, qui avait un peu plus de 70 ans et qui devait faire tous les jours des électrochocs. Et tous les jours avant d'aller, parce qu'on change d'hôpital quand j'étais à Fernand-Vidal, on doit aller à la Riboisière. Elle m'appelait pour me dire, Maxime, viens me voir. Limite, prie pour que je perde pas la mémoire, c'est le seul truc qui me reste. Et en fait, tous les jours, on faisait ça, elle m'appelait dans sa chambre. Parce que, c'est d'une violence, en fait. Et voilà. Mais en tout cas, on peut aussi, une note positive, maintenant je suis papa et la vie continue, quoi. Mais bon, c'est dur. Voilà, merci. Merci Maxime. Merci. Alors là, nous étions dans le sanitaire. Le médico-social, il y aurait beaucoup de choses à dire également. Moi, je me rappelle, là aussi, c'est du vécu, une MEX. Alors, pour les enfants, peut-être plus sensible pour ce qui se passe pour les enfants. Une MEX avec une salle capitonnée et des enfants, dans cette salle capitonnée dans le noir. Forme d'isolement ? Je sais pas. Le packing. Alors ça, tout le monde sait ce que c'est que le packing ? Non ? Bon, alors le packing... Je vais vous expliquer. Oui, je pense que ce serait mieux. Mais quand on le voit de l'extérieur, pour moi, c'est quand même une torture manifeste. Donc, Monsieur Chapelle, vous avez souhaité attirer l'attention des plus hautes juridictions sur la question du traitement de l'autisme en France. Aujourd'hui, on en est où ? Le combat continue ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, oui, alors, pour être tout à fait honnête, ça a avancé. J'ai commencé ce combat, pas seul, avec pas mal d'associations, parce qu'on est très très dispersés sur le territoire. On l'est un peu moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais on est quand même assez nombreux, parce que j'ai usage de dire que dès qu'il y a un parent qui ne trouve pas une solution, il crée une association. Donc ça en fait beaucoup. En général, quand vous avez du diabète, vous allez voir un médecin, puis au pire, vous finissez à l'hôpital. Mais quand vous avez un enfant autiste, vous tapez à la porte de, je ne sais pas quoi d'ailleurs, la première association du coin qui vous dit qu'elle a ou pas de place ou pas de solution. Donc vous dites, je suis plus malin que les autres, je vais en créer une. Donc il y a 2400 associations sur le territoire. J'ai eu la chance de présider le collectif autisme qui les a toutes regroupées, et je peux vous dire que c'était quelque chose. Mais on partageait le même combat pour le droit des personnes autistes. Et le droit des personnes autistes, puisque c'est le sujet de ce colloque, est bafoué depuis un demi-siècle. Je m'en suis aperçu à la naissance de mon fils en 2009. Alors moi je viens du combat prévention routière, WWF, SIDAction, où c'était finalement beaucoup plus cadré, normé. Le combat contre le sida, on avait les professionnels de la santé à nos côtés, ce qui n'a pas été le cas. J'ai un psychanalyste. Non, parce qu'il pompe le sang, c'est pour ça. J'ai vu vraiment en 2009 un terrain de ruines, et je me suis posé la question en 2009, mais pourquoi en est-on là dans la psychiatrie et dans l'autisme en particulier ? Donc je suis allé un petit peu creuser, taper à des portes, et je me suis rendu compte qu'en fait, dans les années 50 en France, était arrivé un certain... comment s'appelle-t-il ? Pas Bernstein, c'est... Bon, le nom va me revenir, mais bon, c'est arrivé finalement avec Lacan, et Lacan reprenant les théories freudiennes, et qu'en fait la psychiatrie française s'était
imprégnée de quelque chose, vous disiez, d'assez curieux, qui est qu'elle était un petit peu en dehors des recommandations de bonne pratique internationale, en dehors de tout, qu'elle ne voulait pas participer aux travaux de la HAS, qu'elle ne voulait pas regarder ce qui se passait à l'extérieur, qu'il y avait une psychiatrie française, bien campée sur ses deux jambes, bien installée à la fac. Et donc je me suis dit, mais comment est-ce qu'on a pu arriver à une psychiatrie complètement en dehors de la médecine? C'est un petit peu comme si nos psychiatres français avaient décidé effectivement de croire en l'astrologie plutôt que de croire en la médecine. Et je me suis dit, moi qui venais du sida, moi qui venais de pas mal de causes de ce style, je me suis dit, mais enfin, il y a peut-être deux manières de conduire à droite et à gauche dans le monde, mais techniquement, il y a toujours un levier de vitesse et un volant. Comment il peut y avoir une psychiatrie qui fait appel à des choses qui sont pas scientifiquement prouvées? Donc ça me marquait vraiment beaucoup dans les années en 2010. Je me disais, mais comment est-ce qu'on a pu tourner le dos à la science à ce point? Je me suis rendu compte que nos psychiatres ne publiaient pas, ne parlaient pas l'anglais, n'allaient pas dans les colloques internationaux. Alors, bien sûr, je dis les psychiatres, c'est pas vrai, on peut pas dire tous les psychiatres. Il y en a qui, évidemment, et dans cette salle, je sais qu'il y en a qui ont décidé de tourner le dos à la psychanalyse ou d'en faire quelque chose de très minoritaire. Parce que moi, je dis toujours, je suis pas contre la psychanalyse. Je suis pour qu'elle ne soit pas remboursée par la Sécu, qu'elle ne soit pas enseignée en école de médecine. Après, c'est un petit peu comme la religion. Si vous voulez faire de la psychanalyse chez vous le dimanche, ça ne m'ennuie pas. J'ai dit au ministre de la Santé, Marisol Touraine à l'époque, dans ses murs, moi, en 2001, on a séparé l'Église de l'État, il faut séparer la psychanalyse de l'hôpital public. C'est tout. Il n'y a aucun problème avec la psychanalyse, à condition que ce soit une religion comme une autre. Mais ne la mettez pas dans nos hôpitaux. Donc moi, je me suis rendu compte de ça, donc je me suis dit... Merci. Je me suis dit, bon, il faut qu'on se débarrasse de tout cela. Et je me suis dit, mais pour cela, il faut qu'on prenne les choses dans l'ordre. Donc en 2009, je me suis dit, bon, commençons par l'essentiel, c'est le dépistage. On ne peut pas prendre en charge si on ne dépiste pas. Avant de me faire les psychanalyses, il faut d'abord qu'on commence par savoir le nombre d'autistes qu'il y a en France. Alors je l'ai tapé à la porte de la HAS, de pas mal de monde, ils ne savaient pas. J'ai demandé au ministre en charge du handicap de l'époque combien de personnes autistes. Elle m'a dit, on a 101 systèmes informatiques dans 101 MDPH, donc on ne sait pas. Je dis ok, très bien. Donc j'ai fait quelques extrapolations sur la base de nombre d'autistes qu'il y avait aux États-Unis, en Angleterre, en France. Je me suis rendu compte qu'il y en avait à peu près partout, à condition de bien les dépister, à peu près partout le même nombre dans le monde. Donc je me suis dit, allez, 700 000. L'INSERM a confirmé ce chiffre. Donc 700 000 autistes, je me suis dit, il y en a combien à l'école? Il y en a combien pris en charge? Donc là, j'ai commencé le travail, et puis je me suis dit, tiens, allons poser la question aux psychiatres de qu'est-ce que l'autisme? Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que 2 psychiatres sur 3 ne savaient pas, n'avaient pas la définition de l'autisme. Enfin, je rappelle en 2009 que la définition de l'autisme, c'était la définition du Larousse. Et la définition de Larousse, c'est l'autisme est un trouble de la relation entre la mère et l'enfant. Larousse. Bon, là, j'ai écrit au Larousse en disant, va falloir vous remettre à jour. Donc, je suis allé voir le ministre de la Santé. Je suis souvent venu ici. Et je lui ai dit, bon, va peut-être falloir bosser sur une définition de l'autisme, conforme aux recommandations internationales. Donc, en 2010, on a eu une définition de l'autisme. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement. Ce n'est pas la faute ni de la mère, etc. Donc, on avait enfin une définition de l'autisme conforme à ce qu'il y avait dans les autres pays. Je me suis dit, ouais, mais maintenant qu'on a une définition de l'autisme posée par la HAS, alors les psychiatres étaient furax, ils disaient que c'était la fin de l'âme, je ne sais quoi, enfin bon, j'ai tout eu. Alors moi, j'étais évidemment le premier des anti-psychiatres. J'ai jamais été contre la psychiatrie de ma vie, je voulais juste une psychiatrie conforme aux recommandations de bonne pratique. Ouverte à la science, la terre n'est pas plate, en déplaise aux psychanalystes. Donc j'étais très en colère. Donc après on a obtenu en 2012 les recommandations de bonne pratique. Alors là aussi, et on me tape encore dessus parce que j'ai fait passer un petit amendement au Sénat la semaine dernière, en 12 comme ça pour rigoler, je suis taquin, pour demander à ce que la psychanalyse ne soit plus remboursée par la Caisse nationale d'assurance maladie. Il paraît qu'hier soir sur les boucles WhatsApp, j'étais une star. J'étais encore... voilà. J'ai aussi demandé à l'époque que la psychanalyse soit tout simplement interdite dans la prise en charge de l'autisme. Je me suis fait des copains aussi. Mais bon, je me suis plus fait de copains ici qu'à l'école de la cause freudienne, mais c'est pas grave, il faut savoir choisir ses amis et ses ennemis. Donc,
En 2009, on obtient une recommandation, enfin 2010 on obtient une définition, en 2012 on obtient des recommandations, mais à condition que les recommandations soient mises en œuvre, hein, parce que c'est gentil sur le papier, mais après il faut que les psychiatres changent. Moi je me souviens encore qu'une conseillère à Matignon m'avait dit pauvre monsieur Chapelle, il va falloir que vous attendiez 20 ans pour que ces recommandations soient mises en place. Il va falloir toute une génération, qu'une génération de psychiatres parte pour qu'une nouvelle génération de psychiatres arrive. J'ai attendu 20 ans et c'est vrai qu'une génération est partie et que la nouvelle génération que je vois dans la salle est en train de reprendre le flambeau. Aujourd'hui, on ne peut plus être PUPH, on ne peut plus être nommé PUPH si on n'a pas publié et si on n'a pas finalement travaillé, s'ils ne sont pas ouverts aux recommandations de bonne pratique. Donc aujourd'hui, il n'y a plus vraiment... Il y a encore des De Lyon et des Gols qui traînent dans les couloirs, mais techniquement, il y a une nouvelle génération qui est vraiment en train de tourner le dos à tout cela. Donc ce que je voulais dire en conclusion, c'est que ce que dénonce l'UNAFAM dans son manifeste contre la contention, moi je le partage parce que je me suis battu contre le packing. Alors le packing, une seconde, on va rigoler. Le packing, ça a été inventé par les psychanalystes. Alors c'est une forme de contention où on vous enroule dans un ruban gelé à 4-5 degrés, il sort du congélateur, et on vous momifie, d'accord ? Donc la personne autiste est en crise, elle a besoin qu'on l'aide, et la réponse, c'est on l'enrubane comme une momie, on la congèle finalement éveillée afin qu'elle se calme. Alors je vous confirme que quand vous êtes enrubané de la tête aux pieds, que vous êtes congelé, vous êtes calme. Hein. Mais derrière, ça n'arrange rien, et surtout on leur demande pourquoi vous faites ça. Parce qu'on peut imaginer que la contention, à certains moments, il faille que la personne soit contenue pour pas se blesser, ne serait-ce que pour pas se blesser. Pas pour la soigner, hein, mais ne serait-ce que pour pas se blesser. Je suis pas un super spécialiste de la contention, mais j'étais vraiment contre le packing. Et quand je demande pourquoi le packing, on m'explique qu'en fait, c'est pour permettre à l'enfant de renaître, de ressortir du vagin de sa mère et de ressentir le froid de l'extérieur. Voilà, donc je l'ai fait interdire. Il y a des choses comme ça, c'est un petit peu comme l'exportation des autistes en Belgique. C'était devenu le premier, vous savez qu'on a une balance déficitaire, c'était devenu le premier produit d'exportation français, nos enfants en Belgique. Donc ça aussi, j'ai dit, on va arrêter de les exporter, on va construire des établissements en France. Bon, mais tout ça pour vous dire que le droit à l'école a été bafoué. Le droit à l'autodétermination, il n'y en avait pas. Le droit à l'accès à son dossier médical, on nous le refusait toujours, sous prétexte de secrets médicaux, etc. Pourtant, Kouchner avait tranché sur le sujet. Le droit au travail, on est dans la semaine de l'emploi des personnes handicapées, être autiste et bosser aujourd'hui en France, c'est pas simple, etc., etc. Donc tous nos droits ont été bafoués ces 50 dernières années. Ce que fait l'UNAFAM aujourd'hui, nos combats se croisent, et je trouve ça absolument génial, parce qu'il y a encore trop d'autistes qu'on n'a pas correctement pris en charge durant leurs premières années, qui se retrouvent en chambre d'isolement ou attachés. Donc je partage à 100% ce combat, mais je pense que quand on parle de droit des personnes autistes, il faut penser qu'elles ont le droit au dépistage, elles ont le droit à l'école, elles ont le droit à un logement, elles ont le droit à tout ce que les autres ont droit. Ce à quoi les autres ont droit, pardon. Je suis un peu ému. Mais voilà, donc je suis là juste pour témoigner que nos droits sont encore bafoués, nombreux de nos droits sont encore bafoués, mais qu'avec des gens comme vous, avec le combat de l'UNAFAM, voilà, on va finalement arriver à faire triompher le droit. Merci. Alors, ce que je disais, c'est qu'effectivement, en France, c'est le droit qui régit les relations entre, on va dire, les patients et les soignants, pour faire très très court. C'est pas la qualité des soins. Donc, ce qui est, alors je vais être peut-être un peu provocatrice, nos personnes concernées qui ont besoin donc d'exercer leur droit de la défense dans le cadre d'un contrôle juridictionnel, ils sont accusés ou ils sont victimes? Alors, merci, bonjour à tous. Si on prend procéduralement parlant, la personne qui fait l'objet de soins et qui est défendue n'est ni accusée ni victime. La réalité, c'est que souvent, les personnes qui font l'objet de ces soins sans consentement
sont accusés de tous les maux et victimes de beaucoup de préjugés. Je pense que donc ils sont à la fois accusés et victimes. Alors sur le terrain de la défense des droits, et je pense qu'effectivement l'introduction de la question des majeurs vulnérables, du droit du handicap, du droit des soins sans consentement dans la sphère de la vie publique et dans la sphère du droit, dans la sphère des tribunaux, est un pas important pour que les personnes vulnérables ne soient pas des justiciables entièrement à part, mais à part entière. Donc, et aujourd'hui, c'est vrai que, alors j'ai bien compris que l'année 2025, qui devait être l'année grande cause nationale santé mentale, puisqu'on a un parlement intérimaire et des ministres dont on ne sait pas si, quand on entre dans la salle, ça sera le même que celui qu'on va saluer à la fin de la journée, eh bien c'est vrai que ça ne donne pas une grande stabilité. Alors nous, pour ce qui me concerne, et puis pour le barreau de Versailles, on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire faire avancer les droits par les procédures. Et je vais vous donner quelques étapes. En 2011, à la suite des questions prioritaires de constitutionnalité, de deux questions prioritaires de constitutionnalité qui sont posées, eh bien, les droits avancent puisque désormais les soins sans consentement vont faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Et c'est d'ailleurs là que des juges vont découvrir que des autistes, des personnes en situation d'autisme, végètent depuis des années dans des établissements psychiatriques où ils n'ont rien à faire car on ne les y soignera pas. Donc 2011, c'est cette entrée sur la scène juridictionnelle de ces questions qui jusque-là étaient totalement inconnues. Je vous rappelle que cette année, il y a 2 anniversaires importants. 1825, c'est la création du barreau de Versailles. Donc ça, c'est ce premier anniversaire très important. Et deuxième anniversaire, c'est 1925, c'est Chez les fous, l'ouvrage d'Albert Londres qui décrit les conditions dans lesquelles les personnes sont placées à l'époque dans un packing non réfrigéré dans les établissements de ce qu'on appelait à l'époque les asiles d'aliénés. C'est-à-dire les asiles d'aliénés, tout y était, c'est-à-dire des gens qui étaient retranchés de la vie des vivants et dont les asiles étaient situés à l'extérieur des villes, étaient derrière les murs. Donc 2011, on a cette entrée. 2011, le barreau de Versailles va créer un groupe d'avocats spécialisés en la matière. Et donc, vous avez eu une avocate. Alors j'ai bien aimé, c'était une vraie avocate. C'est pas comme dans le film de Raymond Depardon. Donc, et comme vous étiez sur le département des Yvelines, même si elle vous a fait un peu flipper, elle vous a défendu devant le juge des libertés. Et on a cette création du groupe d'avocats. Et en 2014, à la suite à nouveau d'une question prioritaire de constitutionnalité que je pose à l'époque pour l'association CRPA, eh bien, à ce moment-là, l'avocat devient obligatoire. C'est-à-dire que jusque-là, il n'était pas obligatoire, il devient obligatoire à ce moment-là. 2016, vous savez que vous avez le premier texte sur l'isolement et la contention, c'est quelque chose d'important et pour le barreau de Versailles, on va se saisir immédiatement de cette question puisqu'on va pilonner les juridictions de recours sur cet isolement-contention jusqu'à ce que la Cour de cassation nous donne tort en 2019, mais il ne faut jamais croire qu'une mauvaise action donne toujours de mauvais fruits parce que en 2019, quand la Cour de cassation nous donne tort, ça nous permet de saisir le Conseil constitutionnel qui, en 2020-2021, va imposer enfin, et je dis bien enfin, un contrôle juridictionnel des mesures d'isolement et de contention. Donc ça, c'est 2020, 2021, 2023, les questions prioritaires de constitutionnalité. En 2023, le barreau de Versailles va prendre une initiative qui va être de se faire communiquer. On a 8 établissements de santé mentale sur le département. On va demander la communication de l'ensemble des registres d'isolement-contention et des rapports annuels sur l'isolement-contention. Alors c'est très instructif parce que jusqu'à ce qu'il y ait le contrôle juridictionnel, le rapport annuel sur l'isolement-contention est très peu disert dans tous les établissements sur les méthodes par lesquelles on entend prévenir
le recours à l'isolement et à la contention, parce que c'est ça le rapport, c'est comment on fait pour diminuer le recours à l'isolement et la contention, qui ne sont pas des mesures thérapeutiques, et ce qui sont des mesures, et on vous l'a dit tout à l'heure, qui laissent des traces traumatiques quasiment irréversibles. Donc, et je soutiens, et je dis bien je soutiens, la position de l'UNAFAM qui aujourd'hui souhaite l'abolition de la contention en France. Je souhaite effectivement, alors à ce moment-là, on se fait communiquer les rapports relatifs à l'isolement et la contention. Et puis en 2024, il y a un événement important. Le nom du groupe d'avocats devient hospitalisation sans consentement et majeur vulnérable, parce que le temps de l'hospitalisation n'est qu'un temps d'une vulnérabilité qui, elle, reste. C'est-à-dire que ces personnes qui vont être assistées devant le juge des tutelles, devant le juge aux affaires familiales, etc., etc. Donc on a une dimension plus holistique de cette défense des droits qui ne se limite pas, je dirais, à aller devant le juge des libertés pour obtenir gain de cause. Donc on va travailler beaucoup avec les juges des tutelles, c'est très important. C'est peut-être quelque chose qu'on a laissé un peu de côté pour se focaliser sur l'aspect la contention, l'isolement. Le juge des tutelles, parce que ce sont les juges des tutelles qui vont d'abord décider, dans certains cas, du lieu de vie, ce qui est quand même pas la moindre des choses. Et nous avons convaincu les juges des tutelles de notre ressort que les personnes qu'ils demandent la désignation d'un avocat lorsqu'il s'agit de choix de lieu de vie pour la personne vulnérable, parce que je dirais que choisir un lieu de vie, c'est un des éléments les plus importants de la vie de la personne adulte handicapée ou je dirais atteinte de maladies neurodégénératives. Nous avons également, et pour vous décrire le panorama, vous l'avez peut-être vu, le barreau de Versailles est intervenu devant le Conseil constitutionnel en 2025, année de la santé mentale, pour que tous les tuteurs et les curateurs soient systématiquement avisés de la prolongation des mesures d'isolement et de contention. Et nous avons obtenu gain de cause. Nous avons également aujourd'hui un recours qui est pendant devant la Cour européenne des droits de l'homme sur la question qui a été évoquée tout à l'heure du recours à l'isolement-contention en dehors des mesures de soins sans consentement. Parce qu'aujourd'hui, le seul cas dans lequel l'isolement est possible légalement, le seul cas dans lequel la contention est possible légalement, c'est une mesure de soins sans consentement. Or, aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas savoir que dans des maisons d'accueil spécialisées, des personnes sont interdites de sortir le soir, leur chambre est fermée et ils sont placés dans un isolement de fait. Il faut être aveugle pour ne pas savoir que dans des établissements de retraite, des personnes sont enfermées dans des secteurs où ils ne peuvent pas sortir librement. Alors peut-être avec des raisons, mais en tout cas en dehors de tout cadre légal et en dehors de tout contrôle juridictionnel, ce qui aujourd'hui n'est pas acceptable. Alors, vous me direz, quels sont les effets ? Les effets, en réalité, moi, ce que j'ai pu constater, d'abord, c'est que ces questions relatives au respect des droits des personnes hospitalisées, et grâce aussi au travail du contrôleur général des lieux de privation de liberté avec lequel on échange assez régulièrement sur ce terrain, eh bien, on a des résultats. D'abord, la première chose, c'est le fait que ça fasse partie du débat public. Je veux dire, il y a 10-15 ans, ces questions ne faisaient pas partie du débat public. Le fait qu'un Premier ministre qui est sans doute intéressé à cette question de la santé mentale ait voulu porter comme cause nationale de l'année 2025 la santé mentale est un élément qui, il y a 10-15 ans, était difficilement envisageable.
Nous avons obtenu, a été publié récemment un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté sur un établissement du ressort du département des Yvelines. Et pour vous montrer que les vrais avocats qui vous défendent ont une certaine efficacité, la moitié des décisions rendues concernant l'Institut MGEN de la Verrière, concernant l'isolement et la contention, sont des décisions de levée qui sont obtenues par les avocats du barreau de Versailles. Donc 50% de levée, ce qui est un taux... alors, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Vous pouvez dire que ça fait 50% de maintien, mais 50% de levée, c'est un taux qui est important. Et puis, au travers de l'analyse des rapports sur l'isolement et la contention, des rapports annuels qu'on observe, d'abord, c'est un recul très significatif des pratiques de contention. C'est-à-dire que, y compris dans l'établissement qui a été visité et sur lequel il y a à redire, la contention est devenue, a soit disparu, soit quasiment disparu. Mais ça suppose un travail de tous les jours et que les avocats soient totalement mobilisés sur cette question. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'isolement n'a pas reculé en fréquence, forcément, mais il y a un effet de seuil, c'est-à-dire que comme c'est compliqué de prévenir le juge, le tuteur, etc., on va limiter la durée de l'isolement, ce qui est déjà, c'est pas bien, hein, mais c'est déjà quelque chose de rester moins longtemps à l'isolement par cet effet de seuil. Et puis, je veux dire qu'on ne se limite pas à ces seules questions, parce que le barreau de Versailles a eu à cœur la mise en place de consultations dédiées aux personnes en situation de handicap en décembre 2024. Et d'ailleurs, je vais vous faire un aveu, quand j'ai été élu bâtonnier, je pensais que ce serait une voie que je serais seul à porter au sein de la profession d'avocat, parce que quand j'ai commencé à poser les questions prioritaires de constitutionnalité, il faut bien dire les choses comme elles sont. J'ai cru que on allait me tomber dessus en me disant que j'avais pas demandé la permission de poser ce genre de questions prioritaires de constitutionnalité. Mais aujourd'hui, c'est rentré totalement dans la vie judiciaire. Et en tout cas, donc nous avons souhaité créer ces consultations accessibles aux personnes en situation de handicap avec le barreau de Bordeaux en même temps. On les a lancés en même temps et ça a été un signal pour la profession d'avocat. C'est-à-dire que la profession d'avocat, voyant deux barreaux importants, hein, Versailles et Bordeaux, c'est deux cours d'appel importantes, eh bien, ça a créé un choc, puisque maintenant, de nombreux barreaux font appel notamment à l'association Droit Pluriel. Si vous connaissez, c'est une association qui forme les personnes au droit de la compensation, au droit du handicap, et qui sont venus former des avocats à Versailles. Et comme ils sont venus former des avocats, et aujourd'hui, il y a d'autres barreaux qui s'en occupent. Alors, au Conseil de l'Ordre, je ne suis pas non plus seul à porter cette voix, hein, puisque vous avez eu affaire à Anna Conen, qui est venue voir la maison perchée et qui nous a fait un très bon retour sur cette maison perchée. Il y a Cécile Robert, qui est membre du Conseil de l'Ordre et qui assure la formation de beaucoup, alors qui est mon binôme remplaçant, parce qu'on assure la formation des avocats sur ce thème à travers la France, et elle m'aide beaucoup jusqu'à la fin décembre, puisque jusqu'à fin décembre, mon agenda est un peu pris. Et puis, on va continuer, on va persévérer dans cette voie. Juste pour vous dire, mon dernier projet de mandat, puisque je termine déjà le 31 décembre. En tout cas, c'est incroyable, le temps passe à une vitesse. Et là, ça sera un concours d'éloquence pour les personnes en situation de handicap psychique qui aura lieu au Château de Versailles. Au Château de Versailles. Le 4 décembre prochain. Donc j'en profite, c'est une petite page de pub gratuite. Vous allez sur le site de Art et Convergence, qui est l'association avec laquelle nous organisons ce concours d'éloquence. Et j'ai souhaité que ça soit le dernier projet du mandat, parce que d'abord, ça montre ce que vous savez, mais que peu de gens savent, c'est qu'il y a des mines de talents qui sont présents et qui ne demandent qu'une chose, c'est que nous les fassions éclore et que nous les aidions à éclore. Donc voilà, ça sera mon dernier projet
pour mon mandat de bâtonnier que je quitterai, alors physiquement avec un peu de soulagement, mentalement avec un peu de regret, mais en tout cas ça a été une expérience, et c'est vrai que ce mandat m'a permis de faire avancer la cause de la défense des droits des personnes qui font l'objet soit de soins sans consentement, soit de mesures d'isolement dans des masses, et aussi, je le dis parce que j'ai eu un dossier très particulier sur la situation des personnes atteintes de troubles du spectre autistique, obtenir aussi la condamnation de l'État sous astreinte à fournir une place d'hébergement pour une personne qui était depuis 9 ans dans un hôpital psychiatrique où elle n'avait strictement rien à faire. Alors je le dis très objectivement, cette affaire est passée dans les médias, mais c'est vrai que voilà, on avance, chaque petit pas est un pas gagné. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu, je terminerai juste par là, je sens Félindra tête de tigre qui va baisser la grille. Juste une chose, on peut y arriver parce que l'année dernière, vous avez peut-être appris que lorsqu'il y a eu le passage de la flamme olympique dans certains départements, eh bien, on a privé les personnes atteintes de troubles mentaux de passage de la flamme olympique, comme s'ils étaient les éléments dangereux pour participer à la fête. Et l'UNAFAM, à l'époque, m'a confié le soin de libérer l'accès quand la flamme olympique allait venir dans les Yvelines. Et nous n'avons pas eu de restrictions à ce moment-là dans le département des Yvelines. On l'avait fait conjointement avec l'association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues. Et toutes les personnes qui étaient atteintes de troubles mentaux, toutes les personnes handicapées, ont, comme les autres, et sans que ne leur soient spécifiquement réservés les Jeux paralympiques, ont toutes pu participer à la fête des Jeux olympiques en 2024. Je vous remercie. D'une certaine façon, ce que vous venez de nous dire, c'est que dans tout ce contexte, c'est comment on fait passer une personne atteinte de troubles autistiques ou psychiques du statut d'objet du soin de l'accompagnement au statut de sujet du soin de l'accompagnement. Alors, bon, il y a encore du chemin. Alors j'espère que vous allez nous donner de l'espoir dans vos, alors je ne vais pas dire pérénigration, mais vous sillonnez donc le pays, et puis avec cet amalgame qui continue encore de perdurer entre établissements psychiatriques et établissements de détention ou les prisons. Donc la notion d'enfermement qui a encore, une forme, c'est très stigmatisant de se retrouver dans ces deux statuts qu'on a tendance à rapprocher. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse nous aussi en plus pour faire en sorte de faire avancer l'évolution donc de lutter contre cette stigmatisation? On va essayer de trouver quelques pistes, mais je n'avais pas pensé qu'avant de me donner la parole, vous aborderiez la question du lien entre la psychiatrie et la prison. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de réagir à ça et de faire un petit commentaire sur cette question. Dans de nombreux cas, les gens qui sont atteints de pathologie mentale ne sont pas toujours entourés de famille, ne sont pas toujours protégés, n'ont pas les conditions d'accueil médico-social ou même simplement social qui conviendraient. Et de cette manière, on observe assez fréquemment une espèce de circuit à 3 pôles entre la rue, l'hôpital et la prison. Et donc, c'est vrai qu'on peut considérer que le rapprochement de l'hôpital psychiatrique et de la prison, des soins sans consentement et de la détention, est un rapprochement tout à fait abusif. Juridiquement, il l'est. Au regard de la pathologie, il l'est. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de
de constater deux choses. La première, c'est que très souvent, ça concerne les mêmes personnes qui passent de l'un à l'autre. La deuxième, c'est que l'affaiblissement très considérable du nombre des places de la psychiatrie asilaire qui est divisé, j'ai pas de chiffre en tête, mais enfin, on voit bien ces grands hôpitaux de 1000 places des années 60-70 qui sont maintenant devenus des hôpitaux de 150 lits ou 200 lits. Donc il y a eu une très forte diminution. Et cette très forte diminution, elle correspond à deux phénomènes. Le premier, c'est l'augmentation considérable de la population pénale, et le deuxième, c'est la présence de plus en plus massive de maladies mentales dans la détention ordinaire des maisons d'arrêt. Je crois qu'il y a de nombreuses situations dans lesquelles l'orientation entre la voie pénale et la voie psychiatrique à quelque chose de fortuit. Je veux dire par fortuit le fait que cette orientation, notamment quand on est en présence de troubles à l'ordre public, de troubles sur la voie publique, qualifiés d'actes de violence, cette orientation peut simplement relever de la présence d'esprit ou de la vélocité mentale du premier policier qui constate, qui arrive. Parce que ce premier policier, probablement de manière souvent inconsciente, va choisir un circuit, va mettre une personne sur des rails. Certes, elle pourra en sortir après, mais c'est pas si facile de sortir des rails, du premier rail sur lequel on vous a mis. Et je voudrais vous citer un exemple d'un patient que j'ai rencontré il y a maintenant assez longtemps. C'était un jeune qui était en UMD. C'était à Albi. Et ce jeune avait commis des actes de violence sur la voie publique. Il avait donc été pénalisé et il avait été condamné à une peine qui s'était exécutée en maison d'arrêt. En maison d'arrêt, sa détention s'était mal passée. Il y avait eu de nouveau des actes de violence, et donc, bien qu'il ait des peines finalement assez courtes, un peu répétitives quand même, mais enfin des petites peines, il avait fait l'objet de ce qu'on appelle une mesure d'ordre et de sécurité. Et donc, il avait été, malgré ces petites peines, placé en maison centrale. La maison centrale, c'était Saint-Martin-de-Ré. Parce que ça arrive qu'on place en maison centrale des gens qui ont des courtes peines, mais qui sont difficiles à gérer. Et en maison centrale, évidemment, c'était pas une maison d'arrêt du coup, il est tombé sur des surveillants très expérimentés, plus attentifs, plus nombreux, plus calmes, et qui ont tout de suite vu, parce que le phénomène s'est reproduit évidemment, et qui ont tout de suite vu qu'on n'était pas dans de la délinquance, mais dans une pathologie. Et cette maison d'arrêt l'a orienté vers l'hôpital, qui était celui de La Rochelle, qui a rapidement déclaré forfait, qui a envoyé le garçon vers une UMD, où il a été rétabli. Et donc après, il est sorti, c'est un des rares cas, je crois, d'un patient qui soit sorti du MD directement, non pas à l'hôpital, mais directement sur son lieu de vie ordinaire. Alors évidemment, c'était la prison, si ça n'avait pas été la prison, ça aurait été peut-être autre chose. Mais en tout cas, tout ça vous montre bien que quand un diagnostic serein est porté sur un acte de violence, on peut avoir une décision d'irresponsabilité pénale, on peut avoir une orientation vers des soins plutôt qu'une orientation vers des sanctions. Alors vous entendrez évidemment des juges, notamment aux comparutions immédiates, qui vous diront bon, vous allez aller en prison, comme ça au moins vous serez soigné. Non, c'est pas vrai. La prison, c'est pas un lieu de soins. C'est vrai qu'il y a des dispositifs qui permettent de soigner les gens quand ils sont en prison, mais enfin c'est quand même globalement nettement moins bien que des dispositifs qui permettent de soigner les gens quand ils sont dans un hôpital. C'est pas la même chose. La prison n'est pas un lieu de soins et n'a pas vocation à le devenir. Alors évidemment, pourquoi tout ça ? Pourquoi tout ça ? D'abord parce que, comme vous le savez, l'expertise psychiatrique n'est pas obligatoire en matière correctionnelle. Et puisque l'expertise psychiatrique n'est pas obligatoire en matière correctionnelle, très souvent, on s'en dispense. Et aux comparutions immédiates, d'ailleurs,
quand on ne s'en dispense pas, du coup le juge renvoie pour le temps d'expertise psychiatrique et du coup ça conduit à de la détention provisoire, ce qui finalement n'est pas mieux puisque de toute façon le patient se retrouve au même endroit. Et puis par ailleurs quand l'expertise psychiatrique intervient, on peut pas dire que l'expertise psychiatrique, surtout en matière correctionnelle, en matière criminelle c'est un peu différent, mais en matière correctionnelle, on peut pas dire vraiment que l'expertise psychiatrique soit très approfondie, très attentive, et qu'il y ait derrière une expertise des moyens de prise en charge disponibles, objectifs. Donc tout ça contribue à orienter les gens qui sont atteints de troubles mentaux vers la prison. Alors pardonnez-moi cette longue digression, mais je n'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais comme vous avez abordé la comparaison, je ne voulais pas laisser ça sans réponse. Alors votre question c'était que peut-on espérer et quels sont les éléments d'évolution. Je ne vais pas revenir sur l'évolution passée qui est principalement une évolution du droit puisque Raphaël vient de le faire. Donc les dates de 2011, 2016, 2020 sur les avancées progressives du droit. Je soulignerai juste que toutes ces avancées sont des avancées qui ne se sont pas produites sur l'initiative du législateur, mais sous la contrainte du Conseil constitutionnel et avec l'initiative des avocats qui ont, comme c'est leur rôle normal, poussé la jurisprudence. Cette évolution du droit, elle n'est évidemment pas achevée, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes qui sont imposées dans les établissements de santé mentale, qui sont des contraintes qui se situent en dehors du droit. Alors, Raphaël vient de citer la question de l'isolement et de la contention en dehors du cadre légal. C'est malheureusement tout à fait vrai. Comme il l'a dit, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Alors, quelles sont ces situations d'isolement et de contention en dehors du cadre légal? Il y en a 4. La première, c'est les décisions qui sont prises dans le cadre légal par une personne incompétente, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un psychiatre de plein exercice. Alors quelqu'un qui n'est pas un psychiatre de plein exercice, ça peut être un psychiatre qui n'est pas de plein exercice, c'est-à-dire un médecin généraliste en cours de formation, un interne, un médecin étranger dont les titres n'ont pas été validés. Et puis ça peut être aussi des soignants qui interviennent avec des ordonnances si besoin. Donc là, on est en dehors du cadre légal puisque la décision est par définition illégale faute de compétence de son auteur. Et puis il y en a quelques autres. Il y a l'isolement et la contention aux urgences. Ça, c'est une pratique assez généralisée et absolument pas couverte par le droit. En soi, il n'est pas impossible de la couvrir par le droit. Il suffirait juste de respecter la loi, c'est-à-dire de faire en sorte que les décisions de placement en soins sans consentement interviennent avant la décision d'isolement ou de contention, que la durée d'isolement et de contention, même quand elle est effectuée aux urgences, soit comptée dans le délai qui permet de savoir si on doit ou ne doit pas saisir le juge, et que tout ceci soit exécuté conformément à la loi, c'est-à-dire avec une surveillance adaptée, régulière et effectuée par un personnel spécialement habilité. La deuxième mesure d'isolement et de contention illégale, c'est celle qui touche des patients en soins libres. Ça se fait dans les services de psychiatrie courants, en dehors des urgences. Ça existe en tout. Sur les urgences, je vous passe évidemment la question des conditions matérielles d'exécution. Si vous voulez savoir ce qui peut se passer, je vous renvoie aux avis aux recommandations du CGLPL sur le CHU de Saint-Étienne, par exemple, avec des patients de psychiatrie, alors des patients de psychiatrie de toute nature, hein, ça peut être des patients suicidaires qui arrivent dès qu'à l'époque où nous avons fait ces recommandations, dès qu'ils passaient la porte des urgences et qu'il y avait une étiquette psychiatrie, ils étaient attachés sur un lit et posés au milieu d'un couloir en attendant des jours meilleurs qui pouvaient un peu tarder à venir.
La question de l'isolement et de la contention des patients en soins libres est quelque chose qui met pour moi l'objet d'une incompréhension absolue, puisque il y a en France des médecins qui sont capables de vous soutenir qu'on peut être en même temps libre et attaché, ce qui est quand même quelque chose, enfin, que je n'ai jamais compris, de même que je n'ai pas encore compris, même si on me l'a expliqué, non pas dans cette salle, mais dans une salle voisine un jour, je n'ai pas encore compris la question de l'isolement ou de la contention séquentielle. Pourquoi est-ce qu'on a des raisons de programmer des mesures d'isolement pour des patients que par ailleurs on n'isole pas ? Avouez que c'est quand même des choses difficiles à comprendre, mais enfin, il semblerait que dans certains établissements, ça ait lieu. Et puis, il y a un dernier point sur lequel le CGLPL va rendre un avis début décembre, c'est le traitement des mineurs hospitalisés. Comme vous le savez, les mineurs hospitalisés ne sont jamais hospitalisés, ou presque jamais hospitalisés au titre des soins sur décision du représentant de l'État et ne peuvent pas être hospitalisés sur demande d'un tiers, puisqu'ils sont mineurs et que s'il y a demande d'un tiers, c'est les parents au titre de l'autorité parentale ou le juge au titre d'une ordonnance de placement provisoire, donc avec un consentement éclairé de la personne qui, certes, n'est pas concernée, mais qui détient l'autorité. Et donc, ça veut dire que les mineurs sont en soins libres. Alors, nous avons, le CGLPL a deux positions sur cette question. La première, c'est pour pallier l'urgence. On vous expliquera que puisque ces mesures ne touchent pas des patients en soins sans consentement, le juge n'est pas compétent, ce qui est un raisonnement juridique extraordinairement curieux, puisque ça reviendrait à dire que, par exemple, quand on fait un contrôle d'alcoolémie sur le bord d'une route, si on arrête un conducteur, certes ivre, mais sans permis, on lui dit « Ah ben non, vous passez parce que vous n'avez pas de permis de conduire, on contrôle les gens qui ont un permis de conduire. » Donc c'est à peu près ça le raisonnement. Si vous voulez, ça consiste à assimiler le critère, qui est un critère de légalité de la mesure, à un critère de compétence du juge. Et on dit que finalement, si la mesure est vraiment illégale, vraiment très très illégale, à ce moment-là, elle est tellement illégale que ça rend le juge incompétent. Ce qui est quand même un raisonnement compliqué. Outre le fait que de toute façon, les gens qui tiennent ce raisonnement, de toute façon, eux, n'ont pas compétence pour juger de la compétence des juges. Parce que c'est un raisonnement de directeur d'hôpital ou de psychiatre, et que je sache, un directeur d'hôpital ou un psychiatre ne sont pas compétents pour savoir si le juge est compétent ou pas. Ils font de l'isolement, ils font de la contention, ils appliquent la loi, ils saisissent le juge, et le juge juge. Et si le juge n'est pas compétent, c'est à lui de le dire. Ce que nous contesterons aussi, parce que nous pensons qu'il l'est. Mais en tout cas, c'est au juge de le dire et pas au psychiatre. Voilà. Et donc la mesure, forcément, est illégale puisqu'elle ne respecte pas les critères légaux. Enfin, tout ça, c'est je vous balance ça un peu en vrac comme si c'était des tautologies absolues. Mais effectivement, ce sont quand même des raisonnements juridiques, sous le contrôle professionnel, ce sont quand même des raisonnements juridiques que j'ai un peu de mal à suivre, parce qu'on passe toujours d'un registre à l'autre. Donc, cette question sur les mineurs, évidemment, ce que je viens de vous dire, c'est une manière de gérer l'urgence, c'est-à-dire de traiter la situation des mineurs dans le cadre légal actuel, mais ce que nous demandons par ailleurs sur les mineurs, c'est un arrêt. C'est d'une part un statut du mineur hospitalisé en psychiatrie qui ne soit pas le statut des soins sans consentement, parce que le statut des soins sans consentement suppose une inscription dans un fichier administratif, parce que ce statut est un statut stigmatisant, parce que ce statut est un statut difficile à lever, qui ne soit pas le statut des soins sans consentement, mais qui ne soit pas non plus le statut des soins libres, parce que cette liberté, s'agissant d'un mineur, ce n'est pas la liberté du patient, mais c'est la liberté
du titulaire de l'autorité parentale, ce qui n'est quand même pas la même chose. Donc, nous demandons simplement que ce statut soit conforme à l'ensemble des prescriptions de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, et nous demandons notamment que ce statut exclue toute forme d'isolement et de contention pour les patients mineurs. Et qu'il exclut évidemment aussi, ça va sans dire parce que c'est dans la Convention internationale des droits de l'enfant, l'hébergement d'un mineur avec des majeurs. Donc voilà sur les points sur lesquels nous avons des recommandations qui arrivent. Et maintenant, pour finir, je vais répondre de manière plus générale à votre question. Quelles sont les pistes de progression ? Alors, quelqu'un tout à l'heure a opposé, je pense que c'est vous d'ailleurs, a opposé la notion d'évolution fondée sur la qualité des soins et d'évolution fondée sur les droits. D'abord, ce sont des notions qui ne s'opposent pas absolument. Parce que la capacité d'un patient à assumer ses droits, à revendiquer ses droits, est évidemment une partie de son rétablissement. Et donc, la question du droit n'est pas du tout étrangère à celle du soin. Par ailleurs, la médecine, de manière générale, suppose est une des activités les plus intrusives sur la personne humaine qui existe. Je veux dire, imaginez-vous, quand vous n'êtes pas médecin, il est absolument impossible, vous n'imaginez même pas que ce soit possible de faire entrer une personne dans votre bureau et dire « Bonjour madame, déshabillez-vous ». C'est impensable. Je pense à un avocat, par exemple, ne peut pas commencer par... Voilà. Or, pour un médecin, c'est normal. Pour un médecin, c'est normal, ce qui prouve que c'est une activité très intrusive et qu'elle doit nécessairement être encadrée par le droit. Donc, cette question du droit et des soins, elle est partout, elle est en psychiatrie encore plus qu'ailleurs, puisque partout ailleurs en médecine, toute activité médicale commence par le consentement éclairé du patient. En psychiatrie, ce n'est pas le cas. Et donc, à partir du moment où on a un patient sans consentement, c'est-à-dire par nature vulnérable, évidemment, la question du droit est une question essentielle. Pour autant, et participante à la qualité des soins. Pour autant, elle ne suffit pas, évidemment, à garantir la qualité des soins. Alors, qu'est-ce qui permet de faire évoluer la qualité des soins ? Eh bien, je crois que peu à peu, les normes internationales, le regard sur l'international est en train de s'ouvrir. Il y a maintenant des psychiatres qui parlent anglais, qui sont jeunes mais qui parlent anglais. Il y a des psychiatres qui connaissent les normes de l'Organisation mondiale de la santé, normes qui prônent la désinstitutionnalisation, la fin, je cite, de la détention psychiatrique, la fin des traitements, des traitements restrictifs de liberté. Tout ça, en France, est relayé par divers courants, notamment par des courants associatifs, et dont vous faites partie, mais pas seulement. Il y a la JPJA qui a été citée, il y a des études, des recherches et des actions d'audit, de conseil vis-à-vis des hôpitaux qui permettent aux hôpitaux progressivement de sortir du régime de la contrainte. Je me souviens d'avoir en 2016 visité un hôpital psychiatrique que je n'ai pas revu depuis, donc ce que je vais vous dire résulte de l'ouï-dire et pas d'un constat personnel, mais c'était l'hôpital de Saint-Venant dans le Pas-de-Calais. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est un hôpital historique, 1200 lits, je crois, à la grande époque, maintenant descendu autour de 200. C'était un hôpital dans lequel la prise en charge était pas si mal, enfin, dans la moyenne, mais tout, absolument tout était fermé. Toutes les portes étaient fermées, partout, dans tous les services, partout, tout était fermé. Et j'ai cru comprendre, alors on l'avait souligné dans notre rapport, mais j'ai cru comprendre que depuis, aidé à l'initiative de l'établissement, aidé par une mesure de conseil externe, de démarche qui s'appelle Quality Rights, qui part du principe justement que les droits font partie du rétablissement, mais cet établissement est devenu un établissement où tout est ouvert. Et si vous rencontrez des psychiatres, vous pouvez leur dire, il ne s'est rien passé de grave.
Il n'y a pas eu, la Terre n'a pas arrêté de tourner, les patients n'ont pas renoncé à leur traitement, simplement c'est ouvert, les patients vont et viennent, il ne s'est rien passé de grave. C'est comme quand on a baissé de 13 000 le nombre des détenus en 2020, il ne s'est rien passé de grave. Donc il y a des démarches qui, au travers de ce genre de démarches, d'audits, de conseils, qui sont à l'initiative de l'établissement qui reçoit, des démarches d'ouverture. Il y a une étude dont vous avez peut-être entendu parler, qui est intitulée PledCare, qui est faite par des Stéphanois justement, qui a finalement inversé les critères de la recherche sur la contrainte. Vous savez que on s'est toujours posé la question de savoir scientifiquement pourquoi on contraint. Pourquoi on contraint et comment on peut s'y prendre pour baisser la contrainte. Et donc l'objet de PledCare, c'est d'étudier les établissements qui ne contraignent pas et de regarder comment marchent ces établissements qui ne contraignent pas. Alors, les hôpitaux qui n'ont pas de chambre d'isolement, Laragne-Montéglin dans les Hautes-Alpes, Édouard Toulouse à Marseille, et puis les hôpitaux de plus en plus nombreux, aujourd'hui estimés à 8%, mais dont le nombre semble progresser, qui n'ont pas recours à la contention. Parce que, évidemment, des établissements qui n'ont pas recours à la contention, il y en a. Et comme ils ont les mêmes patients que les autres en raison de la sectorisation, le simple fait que 10% des établissements prennent en charge leurs patients sans recourir à la contention est la preuve que c'est possible. Et puisque c'est la preuve que c'est possible, c'est aussi la preuve que la contention n'est pas légitime puisqu'elle n'est pas nécessaire. Alors que, comme chacun sait, une des bases du droit administratif, c'est que toute contrainte doit être légale, nécessaire et proportionnée. Non, le critère de nécessité ne semblerait pas exister. Alors évidemment, derrière, il y a le contrôle. Ça, je ne veux pas minimiser le rôle que nous avons en observant les choses, en rendant public nos constats, en poussant, tirant des évolutions du droit, que nous ne sommes évidemment, le contrôle général des lieux de privation de liberté n'a pas la possibilité lui-même de forcer des décisions juridiques, comme peuvent le faire les avocats par du contentieux, mais néanmoins, nous fournissons, nous espérons fournir à la justice le terreau qui permet de fonder des raisonnements qui, eux, deviennent contraignants. Alors évidemment, il y a aujourd'hui de nombreuses associations, et nous faisons partie, non pas des associations, mais de ce réseau, qui sont plutôt d'avis qu'on peut sortir de la contention, ça c'est sûr, mais qu'on peut aussi sortir de l'isolement, et que finalement, il n'est peut-être pas utile de séparer isolement et contention, même si c'est un point sur lequel on hésite, mais qu'on peut sortir de l'isolement et de la contention. Un dernier point sur l'isolement et la contention, j'ai pris conscience tardivement, me direz-vous, mais j'ai pris conscience au cours d'une réunion de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement d'une chose que je ne savais que de manière diffuse, c'est que autant l'isolement est une pratique absolument et purement psychiatrique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune discipline médicale qui isole ses patients, sauf la psychiatrie, autant ce n'est pas le cas de la contention. Et que, dans toutes les disciplines médicales, il arrive qu'on attache quelqu'un sur un lit. Et que les raisons pour lesquelles on attache quelqu'un sur un lit peuvent ne pas être très clairement ou pas exclusivement liées à la maladie mentale ou à une pathologie d'un autre registre. Je prends un exemple simple. Si vous avez un patient agité qui se casse le col du fémur, on va l'attacher sur son lit. S'il n'est pas agité, on ne l'attachera pas. Et s'il ne s'est pas cassé le col du fémur, on ne l'attachera pas non plus. Donc, entre les deux conditions, entre les deux causes de cette mesure de contention, il est difficile de savoir laquelle est principale. Alors, les psychiatres m'ont dit à de nombreuses reprises, oui, mais pourquoi nous,
on nous contraint, alors que quand un rhumatologue ou quand un neurologue attache quelqu'un sur un lit, lui, il a le droit. Ben, la raison est simple, c'est que le patient qui est en rhumato ou le patient qui est en cardiologie a commencé par donner son consentement avant de passer la porte. Alors que le patient qui est en psychiatrie, par définition, puisqu'on est dans le cadre de la loi sur l'isolement et la contention, est un patient sans consentement. Et donc le motif pour lequel on attache un patient sur un lit en psychiatrie, c'est parce qu'il n'est pas consentant aux soins, alors que le motif pour lequel on attache un patient en rhumato, c'est juste parce qu'il risque de se casser en s'agitant, alors qu'il est consentant pour obtenir les soins. Il est juste... Il a consenti aux soins. Il y a juste un accident externe aux soins qui peut les mettre en péril. On n'est donc pas du tout dans la même logique. Voilà. Donc, espérons que nous parviendront à obtenir ce résultat. J'étais sur cette même tribune, à cette même place, et je pense avec le même Raphaël Maillet, il n'y a pas très longtemps, où nous étions dans l'Assemblée générale annuelle de la JPJA, qui concluait à une motion, je ne sais quoi, pour abolir l'isolement et la contention, évidemment, dans un délai raisonnable et avec les mesures transitoires qui s'imposent. Merci. Donc, voilà, je vais faire juste... merci, messieurs, pour... on a appris beaucoup de choses et que peut-être vous pourrez s'investir peut-être encore plus dans la revendication auprès des institutions. Merci.